Bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau podcast, ce nouveau format qu'on lance maintenant sur YouTube avec toute l'équipe Scanning Process. Aujourd'hui, très content puisqu'on a l'honneur de recevoir Kevin Lage sur ce podcast, qui a un parcours très très sympa, vous allez voir, qui a fait pas mal de choses, qui fait pas mal d'erreurs aussi, et qui a su les surmonter par tout un tas de stratégies qu'il a pu mettre en place, etc., tout au long de ces dernières années dans le milieu du freelancing là-dessus. Et j'ai également avec moi Aurélien qui est mon associé depuis maintenant un petit moment sur Scale Process. Avant qu'on introduise peut-être, Kevin et que tu commences à nous expliquer un peu plus ton parcours, qui tu es, ce que tu fais, tu puisses nous en dire un peu plus sur toi et ce que tu as pu, aller chercher comme résultat. Aurélien, si tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent, pas forcément encore sur ce podcast. Oui, donc moi c'est Aurélien, je suis l'associé d'Alexis King Process. J'ai été freelance pendant pas mal d'années. Maintenant, j'ai une autre agence qui s'appelle, CoffeeX où on aide des e-commerçants à optimiser leur, boutique e-commerce. Comme ça tout le monde sait un peu qui est quoi. Peut-être rapidement dire deux trois mots pour ceux également qui ne me connaissent pas sur le format. Moi, c'est Alexis, c'est pareil, ça fait quelques années. J'ai commencé en tant que freelance media buyer à la base. Je suis passé ensuite, sur vraiment un peu plus, agence, donc on avait une team, des clients et cetera. Donc on est passé un peu par toute cette, galère que peut-être toi aussi qui regarde à cette caméra a peut-être, déjà rencontré ou est en train de rencontrer, c'est-à-dire un peu les mois en dents de scie et cetera. Je suis passé par là aussi et maintenant forcément on anime ce podcast avec Aurélien pour, interviewer des freelances qui sont passés aussi par ça, mais qui ont réussi à surmonter tout ça. Voilà un petit peu sur les présentations. Kevin, la parole est à toi. Si tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, ce que tu fais, et d'où tu viens? Yes, moi aussi je suis passé, un peu comme vous, en tout cas j'ai commencé comme vous en étant freelance, où j'ai quitté mon CDI pour me lancer, tout seul. Je suis passé par plein d'étapes, j'ai cherché ma voie, sur pas mal d'activités, donc assistant virtuel, community manager, ghostwriter, jusqu'à, une belle opportunité qui s'est créée pour moi où, j'ai eu la chance d'aller donner des cours en école de commerce et de marketing digital sur la région, parisienne en l'occurrence. Et je me suis mis à former des personnes à LinkedIn, à l'usage de LinkedIn et par la force des choses au marketing qui l'englobait. Et puis de là, j'ai monté mon premier projet, ma première formation, qui était sur LinkedIn. Comment arriver à ses 5 000 premiers euros sur LinkedIn. Puis, un accompagnement premium, sur, les freelances et maintenant on vient de rajouter une casquette avec, notre organisme de formation, Calliope. Voilà. OK, trop cool, merci. Je te propose que pendant cet épisode-là, on revienne sur, ce qui va intéresser un peu plus forcément les personnes qui nous regardent. C'est-à-dire, de cette période où tu as commencé en tant que freelance, tu as testé pas mal d'activités. J'imagine que tu as aussi testé pas mal de stratégies derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, comment tu en es venu à ça? Quels étaient tes objectifs quand tu as commencé en tant que freelance? Et quelle était un peu la réalité que tu as pu avoir, derrière? Yes, quand je me suis lancé, je suis parti dans l'idée de me dire, «OK, le but, c'est d'arriver à offrir au moins la même chose que ce que je fais dans mon CDI». À l'époque, je gagnais à peu près 2 500 €. J'étais cadre dans une start-up, sur la région parisienne, et pour moi, ça voulait dire la même chose, un salaire que, ce que je voulais me faire, en auto-entrepreneur, en l'occurrence. Et donc je m'étais dit: «Il faut que j'arrive à faire plus ou moins 2 500 €», même si j'avais pas conscience encore de tout ce qui était, les charges URSSAF et tout ce que ça englobait. Donc, je quitte, ce CDI en me disant: «OK, je me laisse, 6 mois pour y arriver. Si ça marche pas, je retourne dans un CDI et il y a pas de problème à ça. Je j'ai pas de problème d'ego, donc j'y retourne». Je me dis: «Il faut me former, parce que je ne connais absolument rien». Je suis parti d'un état où je connaissais les tâches de back office dans une entreprise, c'est-à-dire, comprendre, savoir ce qu'on peut faire avec un ordinateur, Google Sheet, Google Doc et à peu près, c'est les seules, choses que je savais faire. Et donc je me suis dit: «Il faut que je me forme». Donc de là, je prends une 1re formation, d'un infopreneur, qui est digital nomade en l'occurrence, je ne vais pas le citer, mais voilà. Je prends sa formation et je me retrouve devant une formation qui n'est pas bonne du tout. En tout cas, qui ne me correspond absolument pas, où, il faut, payer si, on veut parler à cette personne, en permanence. Beaucoup de e-learning où je me retrouve dans des situations, où je me vois pas du tout dans la situation qu'il est en train de décrire. Chaque vidéo ne me correspond absolument pas et donc je m'identifie pas du tout à cette formation et très mauvaise expérience pour moi. C'était la toute première formation que je prenais, de ma vie. Je venais de mettre, plus ou moins 2 ou 3 000 €, je sais plus exactement combien c'était. J'avais payé en plusieurs fois. Voilà, j'avais mis un peu toutes mes ressources de mon côté, mais voilà, pas du tout l'effet escompté. Donc retour à case départ, tout ça, ça se joue sur, 1 mois et demi, 2 mois où j'essaye quand même et cetera de me dire, «Ça se trouve, ça vient de moi.
c'est mon ego, et cetera, et cetera. J'essaye, mais ça marche pas. Et là, je me suis dit: «Kevin, tu pas plus bête qu'un autre, tu as des compétences». J'étais sur LinkedIn, je me présentais beaucoup sur LinkedIn, c'est là que j'avais commencé à créer du contenu et tout le monde disait: «Prône le naturel, prône qui tu es, le reste, viendra». Et là, sorti un peu de nulle part, un gars me contacte, et me dit: «J'ai un CRM à gérer». Je ne savais même pas ce qu'était un CRM, pas beaucoup de personnes le savent, mais je ne savais même pas ce qu'était un CRM. J'ai un CRM à gérer, je gère tout sur un calepin avec des post-it et il faut que je le mette dans un doc. Je suis avec juste mes connaissances d'un Google Sheet, qui sont plutôt précaires, de tout ça et donc je me mets la chance qu'on a, c'est que ChatGPT existait déjà un peu et donc je me mets un peu à donc ça remonte il y a plus de 4 ans, hein. Je me mets un peu à chercher et cetera. Qu'est-ce qu'un CRM? Quels sont les standards d'un CRM et cetera et je me mets à monter ce CRM pour ce client et je le facture, 35 € de l'heure. Voilà, l'assistanat virtuel en fait, mais grosso modo, c'était sur cette tâche-là. On finit cette mission, il est content, c'était pas une grosse mission et il me dit: «J'ai un client à moi qui est dans le BTP, qui vendait de l'isolation, a ses réseaux sociaux à gérer. Est-ce que ça te dit de les gérer?» Je fais: «OK», opportuniste, je me lance là-dessus et je me mets à gérer ses réseaux sociaux et les tâches se sont un peu, enchaînées donc Instagram, il avait pas de page Google My Business. Je me suis dit: «Comment on crée une page Google My Business?» Je me mets, face à la difficulté. Alors je sais pas si vous connaissez, mais voilà, il faut faire des photos, des vidéos pour montrer d'où on est en France et cetera. Une vraie tannée, surtout quand on le fait pour une personne. Mais par contre, ça me fait toucher à pas mal de trucs. Ça me fait comprendre la logique et la mécanique de une mission, calibrer la mission parce que si on la calibre pas, je vais faire beaucoup plus d'heures que ce que j'ai facturé et là, je commence à comprendre les choses à faire ou à ne pas faire, grosso modo, en freelance, avec ce client-là et au final, on a continué quand même pendant, 4-5 mois, parce que ça marchait plutôt bien. Des photos, des petits montages, des posts et cetera et puis j'apprenais un peu sur le tas. Donc voilà mes premières situations de freelance. Rapidement pour rebondir, tu as dit que justement si tu travaillais trop et que tu calibrais mal la tâche, tu étais moins payé. Tu travaillais encore à l'heure à ce moment-là? Comment tu t'organisais sur tes tarifs? Que tu proposais en termes de tarifs? Et est-ce que justement c'était une bonne idée selon toi? Ouais, en fait, je partais avec zéro référence. Je ne connaissais absolument aucun autre entrepreneur autour de moi. Je n'avais aucune idée de combien je devais facturer. J'avais fait, je crois, un sondage sur LinkedIn de grosso modo, combien vous facturez ça vous? Et aucune idée de, est-ce que ce que je faisais répondait à un besoin? J'étais encore très calibré comme un gars dans le salariat, en fait. Donc une tâche vaut un nombre d'heures qui vaut un nombre, d'euros et je calculais grosso modo comme ça. Par la force des choses, au bout du deuxième mois, je me suis quand même dit: «OK, si tout le monde, toutes les autres assistantes virtuelles», parce que c'est beaucoup, c'est un métier assez féminin, vendent ça 35 €, si moi je me cale et que je le vends 50 € les 2 heures, mais qu'à chaque fois j'arrive à vendre 2 heures et non pas à la tâche à l'heure, beh, l'un dans l'autre, je suis gagnant. En tout cas, j'avais calculé ça comme ça dans la tête et toujours dans ce calcul de: «Il faut que j'arrive à 2 500 €», j'avais calculé que 20 jours par mois, il fallait que je fasse 250 €, donc ça représentait grosso modo 5 heures de travail. Voilà, 50 € fois voilà, fois 5, 250 € et j'arrivais à mes 2 500 €, au vu de 20 heures de travail. Donc je me suis dit: «5 heures de travail par jour, c'est pas très compliqué». En tout cas, c'est moins que ce que je faisais dans le salariat et donc là, dans ma tête, en tout cas, je l'avais calculé comme ça. Donc au début 35 € de l'heure et puis très vite, je suis passé à 50 € pour les 2 heures. Plus ça, c'est bien pour toi parce qu'en fait, si tu calcules sur 5 heures, on va dire sur une journée de travail classique, il te reste encore, 3 heures pour travailler sur autre chose qui est de juste servir tes clients, en fait. C'est ça. Et 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 j'avais du même déjà Vas-y. calculé cette notion ah ouais, excuse-moi, ouais, je disais, j'avais déjà calculé cette notion de il fallait un temps pour trouver le client et ça, je l'avais déjà de base par contre. Il me fallait 1 heure par jour pour trouver ses clients et le temps de délivrer. Donc si je travaillais 7 heures par jour, bah, déjà j'avais plus de temps, pour, faire l'un et l'autre, là-dessus. Comment tu as fait la bascule pour, parce que si j'ai bien compris, quand tu t'es lancé, tu as un peu cherché ton expertise, tu as testé plusieurs choses. Comment tu t'es lancé dans une expertise et tu t'es dit: «OK, maintenant je vais faire ça et je vais essayer de faire ça pour plusieurs clients et je vais un peu d'une certaine manière standardiser mon travail»? En fait, c'était vraiment sur le tas. C'était vraiment ce qui venait à moi, j'en faisais une opportunité. Je m'étais mis une seule règle, c'était de ne jamais dire non à quoi que ce soit.
et de ne pas travailler gratuitement. Au début, on prône un peu le gratuit pour s'apporter de la preuve sociale, et cetera. Et je m'étais dit: «Même si c'est payé 10 euros ou 5 euros la tâche, je veux être payé et je dois pas du tout dire non à quoi que ce soit jusqu'à temps d'être débordé». Donc je m'étais calibré sur ces 2 grandes règles et l'objectif final des 2 500 € et je m'étais dit: «Après on y va et je prends chaque opportunité». Alors là, je vous parle de ce client-là qui a représenté peut-être, mes 500 à 1 000 1ers euros, assez rapidement parce que le format CM, j'arrivais à lui proposer à 500 € par mois, donc pour la gestion de tous ses réseaux sociaux, enfin, qui englobait que Instagram à l'époque, mais grosso modo 500 € par mois. Et ensuite, voilà, je me fermais à aucune autre situation. Et dans ces autres missions, beh, tout s'est calibré autour de l'assistanat virtuel. Alors c'était pas trop mal, parce que l'assistanat virtuel, on peut faire plus ou moins tout ce qu'on veut dedans. Ça peut aller, du CM à écrire un post, et cetera, et cetera. Mais la valeur perçue, j'avais très vite compris que la valeur perçue de ce métier-là était ultra basse. Et comme il y a Assistana malheureusement dans le lot, bah, c'était vraiment une tâche, une action, un prix et donc il a fallu que je me sorte très vite, de tout ça. Mais j'avais compris un petit truc aussi, bon, parce que je regardais un peu ce qui se faisait. J'étais toujours dans ma dynamique de 50 € les 2 heures et dans ma tête, je me suis dit: «Donc j'ai besoin moi de produire minimum 5 heures, mais je peux avoir une limite au-dessus de ça, si je vais par exemple sur, des plateformes style, ComeUp ou 5 € .com à l'époque et que je redélègue ça à des gens qui sont encore moins chers que moi et je me dis: «Là, je peux me mettre à chercher des clients moi toute la journée et redéléguer les tâches à d'autres personnes». Dans ces cas-là, je ferai plus le rôle, d'intermédiaire. Voilà, il a fait tout ce travail de réflexion entre guillemets. C'est là où tu as commencé à développer un peu une logique de système. Derrière, tu te dis: «OK, maintenant, comment je fais pour structurer une activité, faire en sorte que, du coup, ça puisse m'apporter» tu vois, c'est un réflexe que tu as eu, c'est-à-dire que tu t'es concentré finalement par la suite sur aller chercher plus de clients et nous, c'est ce qu'on recommande vraiment à nos clients aussi. Faire en sorte de prioriser cette partie-là, d'aller, chercher du monde, se faire connaître, montrer un peu ses offres et et toi, tu avais déjà ce système-là de se dire: «OK, comment je fais pour déléguer potentiellement le taf et donc faire plus d'effet de levier», quoi? C'était un peu ça la logique que tu avais? Ouais, parce qu'en fait, je savais que ma force, en tout cas, ma plus-value, à l'instant T, ça restait quand même ma traction, enfin, ma force de vente, parce que j'avais déjà fait de la vente dans le passé et je parlais suffisamment bien et cetera et donc je me suis dit: «Si moi, je peux me concentrer sur acquérir des clients et que le delivery, bah, ou des équipes ou je redélègue ça et cetera, je peux me concentrer sur ce que j'aime faire, c'est acquérir des clients, parler à des gens, résoudre des problèmes» et donc, bah, effectivement, j'avais déjà cette dynamique, de me concentrer sur cette partie-là. Donc ça, c'est au niveau du delivery, tu as trouvé des personnes où tu pouvais, sous-traiter, pour, livrer les tâches que tu vendais à tes clients. Mais du coup, tu as gagné en capacité. Comment tu as, rempli comment tu as réussi à aller chercher plus de clients, pour continuer à faire grandir, ton activité? Alors, il y avait surtout la théorie de mon plan et la pratique. La théorie, c'était ce plan-là qui était, magnifique, je me suis dit: «Bah, voilà, je peux chercher et cetera». La réalité, c'est que c'est hyper chronophage de chercher des gens toute la journée sur LinkedIn, sur de l'organique et donc du coup, même si j'arrivais à trouver des clients parce que c'était un peu moins saturé à l'époque l'organique, que maintenant, j'y arrivais. Mais la réalité, c'est que je me suis dit: «À vendre des trucs à 50 € les 2 heures ou 500 € le CM par mois pour gérer les réseaux sociaux», je me suis dit très vite, hein, en l'espace de 6 mois peut-être, là on est déjà à 6 mois, mes 6 premiers mois, je vais être saturé assez vite ou en tout cas, il y aura une espèce de plafond de verre au-dessus de moi qui va arriver très vite et bah, mes objectifs qui étaient des objectifs, incroyables au début ne seraient plus si incroyables et donc j'allais être bridé. Et c'est là que je me suis mis à me dire: «Il faut que je développe une compétence que je peux pricer beaucoup plus cher», et c'est là où j'ai développé, le ghostwriting. Donc en fait, mon plan d'action malheureusement n'a pas eu besoin d'aller au bout parce que je me suis dit: «Il faut que je trouve une compétence» et donc dans ces métiers d'assistanat virtuel et de CM et beh, je faisais de l'écriture avec ChatGPT à l'époque, hein, toujours. Mais en tout cas, je m'étais dit: «OK, moi j'aime écrire, je comprends la logique». Je m'étais formé à quelques notions de base, au niveau de PASS, AIDA, voilà, du copywriting de base et je me suis dit: «Bah, voilà, si j'arrive à vendre ça plutôt 1 500 ou 2 000 €, 5 posts par semaine à une entreprise et bah, là, par contre, j'augmente mon fameux plafond de verre de 2 500 € par mois en termes de volume à de suite, bah, potentiellement arriver à 10 000 € le plus vite possible». C'est là où on voit, j'ai envie de dire, on voit la réalité du marché. Parce qu'il y a beaucoup qui se font un peu des plans, sur la comète en se disant, «Si je fais ci, ça, 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 que je fais tel nombre et cetera, je vais arriver à tel chiffre». La réalité est souvent un peu différente, tu l'as vu.
Aurélien l'a sans doute vu aussi, je l'ai vu aussi par le passé. C'est des choses qu'on se rend compte, et donc forcément, une des façons, je dirais, pour pouvoir permettre d'aller, chercher, plus de marge de manœuvre, c'est d'augmenter ses prix et sur des services qui sont beaucoup plus, demandés, mais aussi un peu plus complexes. C'est-à-dire que, comme tu disais, l'assistanat, enfin l'assistant virtuel et cetera, c'est voilà, c'est pas des compétences qui, enfin, je disais, plein de personnes qui font la même chose, pas trop de différenciation, tu pas trop de marge de manœuvre derrière, alors que quand tu es passé sur les ghostwriting, forcément, c'était un peu plus intéressant, en termes de mission, quoi, j'imagine. C'est ça. Sauf que du coup, augmenter le prix impliquait une nouvelle variable, que je ne connaissais pas encore. C'est que si tu as un prix élevé, c'est que tu résous une problématique. Avant, j'étais une commodité, donc une action à réaliser, un temps en face. Là, nouvelle réalité, il faut que je résolve un réel problème qui fait suffisamment mal et qui peut apporter des résultats pour pricer plus cher. Donc définition d'une offre, mais définition aussi d'un avatar, définition des composantes d'une offre. Et là, il a fallu commencer à réfléchir différemment et on se rappelle 6 mois plus tôt, j'étais dans le salariat, j'avais pas toutes ces connaissances-là. Et donc c'est là où il a fallu faire, cette réflexion-là, regarder un peu ce qui se faisait sur le marché, réfléchir de long en large. Moi, ça marchait pas trop mal, j'avais une petite autorité maintenant, j'avais déjà 1 000 ou 1 200 abonnés sur LinkedIn à l'époque, c'était pas mal. Et donc mes clients, je les trouvais sur LinkedIn. Donc j'arrivais à faire mes 5 000 € par mois avec 2 clients, 2-3 clients, grosso modo, en ghostwriting et là, ça marchait pas trop mal. Mais je savais qu'à nouveau, j'étais déjà dans l'étape d'après à me dire: «À nouveau, 3-4 clients», j'avais une vision un peu plus, voilà, même si je l'avais pas encore, mais plutôt je voulais l'avoir cette vision long terme d'une société ou de monter quelque chose de concret et je me suis dit: «Bah, à nouveau le ghostwriting, c'est ma plus-value, c'est-à-dire c'est moi qui écris et avec l'expérience que j'ai, qui va le réaliser» et c'est là, bah, qu'est intervenue, cette fameuse personne qui vient toquer à ma porte, qui m'écrit sur LinkedIn et qui me dit: «Kevin, je te vois depuis, 6 mois sur LinkedIn, tu as une audience qui est montée comme ça. Est-ce que ça te dit pas d'aller en école de commerce et de marketing?» donc la Paris Business School, le MCD et cetera, donner des cours et là, c'était vraiment incroyable pour moi. Pourquoi c'était incroyable? Parce que c'était en termes de notoriété ou ça t'a directement amené, des clients via le réseau indirect de l'école? Et ben du coup, les 2. J'ai commencé à publier sur LinkedIn que je donnais des cours et ça augmente ton autorité. Donc je me suis dit: «OK, effet boule de neige». Mais je me suis dit, moi, à ma base, je suis ghostwriter. Enfin, je l'ai décidé depuis 2-3 mois, mais je suis ghostwriter. Donc si je donne ça, on était assez mal payés, hein. C'était 130 ou 150 €, les 3 heures de travail, donc on revenait à 50 € de l'heure. Mais par contre, grosse crédibilité de l'autre côté. Donc je me suis dit: «Il faut que j'arrive à faire un ratio, mais surtout, il faut que je me serve du nombre de personnes auxquelles je parle, et je parlais à plus de 50 personnes à la fois, entre 30 et 50 personnes, pour proposer quelque chose. Et c'est là en tout cas que l'idée de créer un produit, une formation autour de LinkedIn m'est venue en me disant: «Bah, voilà, j'aurais plus à parler à 30 personnes». Enfin, si je parle à 30 personnes, je peux peut-être en convertir dans les classes, pour m'acheter ma formation derrière, qui veulent devenir, aussi, que freelance ou qui veulent, se reconvertir. Et j'avais, cette mauvaise expérience de ma formation et je m'étais dit: «Bah, je peux proposer quelque chose qui sera plus aligné avec mes valeurs, ou tu peux parler à ton coach, ou c'est qualitatif, ou tu as des vraies réponses à tes questions» et c'est comme ça que j'ai fait le switch de la prestation de service à, «l'infoprenariat» entre guillemets. Donc tu es passé sur un modèle un peu plus standardisé, où tu avais atteint un certain plafond avec ton activité en solopreneur. Tu as pas trop de système à ce moment-là et tu t'es dit: «OK, quel est le système maintenant que je peux avoir pour justement standardiser la chose et passer sur un modèle qui est plus, scalable?» Si on peut utiliser ce mot-là, je pense que c'est un peu le bon terme. Hem, Plusieurs questions pour toi. Qu'est-ce que tu as pu mettre en place du coup pour, passer sur ce modèle standardisable? Quelles ont été les actions pour justement avoir plus de clients? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place, à ce niveau-là? Et dernière question pour toi, mais tu vas voir qui va compléter. Quelles ont été du coup finalement, et on est tous passés par là, les problématiques et un peu la réalité de terrain que tu as eu, derrière quand tu as mis ça en place, quoi? Et beh, du coup, mes process se sont mis en place, bah, à nouveau, hein, chercher les résultats, enfin, en tout cas, les réponses à mes questions sur LinkedIn. Donc je regardais ce qui se faisait. Alors, en l'occurrence, à l'époque, une il y avait 2 infopreneurs, moi, qui étaient dans mon collimateur ou en tout cas dans mon réseau, Kevin Dufraisse et Laurine Bémer, qui était, par la force des choses, aussi une élève de Kevin Dufraisse à l'époque. Et donc, c'est là où je me rends compte qu'il y a quelque chose à faire autour de l'infoprenariat, pas de connaissances. Donc, je me lance à monter ma première formation. Je me souviens, c'était un été. Je me mets à la monter de A à Z. Et je me dis, OK, maintenant, j'ai besoin
Et c'était une réflexion intéressante, mais toujours dans ça fait 6 8 mois, hein, grosso modo, que tout ça s'enchaîne, peut-être 10 mois à peine et donc du coup, ça va très, très vite. Mais je me dis: «OK, il me faut 10 clients à 1 500 € pour faire 15 000 € par mois» et 15 000 € par mois, là, on est sur un truc où waouh! Il y a un effet waouh, un effet où c'est incroyable, j'aurais jamais aimé gagner ça de ma vie. Je comprends la mécanique de l'URSSAF et cetera, que j'aurais grosso modo la moitié de cette somme sur mon compte en banque à la fin du mois et je me dis: «Génial» et je me mets donc ma force est toujours sur LinkedIn plus les cours et bien, en organique, à aller parler à des gens toute la journée, prendre des rendez-vous, des appels découvertes et essayer de répondre à ça. Je rentre une personne, je rentre 2 personnes, je rentre 3, 10. Et là, nouvelle problématique et ça répond à ta question, qui était pour moi la plus grande à surmonter, c'est comment on délivre de la qualité vis-à-vis de la première formation à des clients. Donc passer beaucoup de temps avec eux pour leur expliquer les étapes par lesquelles tu es passé et que tu cherches en même temps des clients. Tu ne peux pas être à 2 endroits en même temps, tu ne peux pas être partout et il était impensable pour moi, mon activité était beaucoup trop précaire, de déléguer une seule des tâches ou de payer une personne. Donc, comment, dans le temps qui m'est imparti, j'arrive à délivrer avec de la valeur et acquérir de nouveaux clients? Et c'est là, que très vite, j'ai eu, à nouveau mon plafond de verre où je ne pouvais pas prendre plus de personnes, dans, ma formation et je n'avais plus le temps de trouver, eh bien, des nouvelles personnes et avec une variable au milieu qui était, les gens étaient en organique, donc me connaissaient certes, mais étaient aussi des freelances qui n'avaient pas beaucoup de budget. Donc valeur perçue de mon offre assez basse, ce qui implique paiement plusieurs fois, délai de trésorerie, impayé et tout ce qui s'ensuit et donc ça a été les nouvelles problématiques que j'ai dû à résoudre et là, on est grosso modo, 1 an et demi plus tard de mon début. Donc si je comprends bien et je résume un peu, en fait, il y a quelque chose que tu fais qui était plutôt, très bien, je pense et c'est ça qui t'a permis d'aller vite, j'ai l'impression. C'est que tu as vite confronté, ta vision au marché avec 2 choses. La première, c'est que tu as été voir, ce qui se faisait déjà sur LinkedIn, tu as été voir d'autres acteurs et le deuxième, si je comprends bien, c'est que tu as été contacter des personnes, dès que tu avais un peu de flux de prospects, tu, confrontais ton offre pour voir si tu arrives à la vendre et prendre un feedback du marché et c'est là que tu as découvert un petit peu tous ces freins et là, à ce moment-là, le frein qui s'est, posé, c'est, que tu pouvais accepter qu'un certain nombre d'élèves pour avoir, quelque chose de qualité. Exactement et pour revenir à la grande problématique, en tout cas, il y a eu un déclic à ce niveau-là, que j'ai dû faire. C'était, j'ai compris que l'action, enfin l'action répétée ou en tout cas la rapidité d'exécution de manière générale ou par plus de mois, parce qu'en l'occurrence je l'avais défini, par plus de mois, c'est-à-dire plus de monde à contacter, il faut que je fasse plus de diffusion, il faut que je sois encore plus partout, un peu à la Marvin Ndiaye maintenant qui poste, voilà, tout le temps, toute la journée et cetera. Il fallait que je fasse beaucoup plus, VS, je pouvais pas être partout et donc il fallait que je découvre un nouveau moyen, en tout cas d'acquérir des clients, à une nouvelle solution d'acquérir des clients pour me concentrer toujours sur ce que je savais faire, c'était attirer des prospects et les délivrer derrière, mais je pouvais pas faire les 2 en même temps. Hyper clair. Hem, J'aimerais qu'on revienne rapidement sur un petit aspect parce que Kevin, on se connaît, hors caméra. Ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît et je m'en souviens, on avait eu une discussion, ensemble que tu dois également te souvenir. On était tous les 2 à Bangkok, il s'avérait que tu passais dans le coin, c'est vrai que je suis passé dans le coin, on avait l'occasion de se rejoindre et on était face un peu à une problématique, du style, alors je sais plus exactement comment on l'avait formulé, mais c'était quelque chose du type, tu avais un peu ce plafond où tu dis: «Ah, je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse pour, vraiment, pumper encore plus, aller rechercher encore plus de résultats». De mémoire, tu étais bloqué plus ou moins à 6 000 à 7 000 € par mois, si je dis pas trop de bêtises. Donc tu avais déjà une offre qui était plus ou moins validée, tu étais déjà visible, tu avais déjà des choses. Tu étais un peu sur ce palier qui est pas si simple à débloquer quand on n'a pas les bonnes cartes et on a eu cette discussion et je t'avais simplement dit que ton vrai problème aujourd'hui, c'était de faire du volume et que forcément ton temps était automatiquement relié à le volume-là et tu avais beau mettre plus d'efforts, finalement les résultats changeaient pas tellement à la fin du mois. Et donc c'est à ce moment-là où on a décidé de mettre en place, la partie, plus publicitaire et c'est là où on a commencé à développer des choses là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à penser que la publicité pouvait être une bonne solution pour toi et un peu le cheminement que tu as eu pour aller vers ce genre de stratégie? Parce que tu marches déjà bien en organique, mais du coup, qu'est-ce qui t'a dit de te dire: «OK, bah, là, c'est peut-être un moment où je dois la lancer», quoi? C'était quoi un peu le process que tu as eu derrière? Hem,
je me souviens que j'étais confronté à ça, enfin en tout cas, à ce volume et j'avais aucune notion de publicité, hein, je j'y connaissais absolument rien. Je savais qu'il fallait, bah, forcément, accorder un budget à ça, proportionnel au chiffre d'affaires que tu génères, mais voilà, sans grandes expériences. Je me suis dit la réflexion d'effectivement, voilà, comment je fais plus de volume, plus d'impressions, plus de personnes, plus de rendez-vous, en fait, tout simplement. Il me faut plus de rendez-vous pour arriver à faire ça. Je sais plus exactement, ce que je me suis dit à ce moment-là, mais en gros, c'est que j'avais pas le choix. Je crois que j'arrivais plus ou moins, si je me rappelle et ça a été un peu ça le déclic. J'arrivais plus ou moins à mes 2 ans, de Pôle emploi. En tout cas, quand on sort d'un CDI, on a plus ou moins 2 ans pour se lancer, sinon, bah, c'est retour à case départ et je me suis mis aussi une petite pression en me disant, «Bah, voilà, il faut que ça fonctionne». Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est sûr qui fonctionne? Eh bien, c'est la publicité. Tout le monde était d'accord sur le fait que la publicité fonctionne. Il fallait juste se donner les moyens, d'y arriver. Effectivement, zéro connaissance là-dessus, donc j'ai cherché des acteurs, sur le marché et c'est là que j'ai rencontré Scaling Process. OK, trop cool. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas forcément évoqué, mais tu nous as rejoint il y a déjà un petit moment. Tu avais déjà de bonnes bases, hein, quand tu es arrivé. On t'a structuré sur certains aspects et cetera. On aura l'occasion peut-être d'y revenir un peu plus tard. Ça, c'est un sujet qui revient, beaucoup et j'ouvre un peu la discussion là-dessus, aussi bien à toi Aurélien et à toi Kevin. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de lancer de la pub. Je ne sais pas vraiment d'où vient, pour être honnête avec vous, je sais pas vraiment d'où vient cette croyance-là. Est-ce qu'ils ont peur que ça ne marche pas? Est-ce qu'ils ont peur que ça soit trop, dur? Est-ce que peut-être qu'ils en sont pas encore, au niveau où ils ont besoin de lancer de la pub? Aurélien, si tu peux commencer peut-être à détailler un peu ça, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Je pense qu'il y a 2 choses, principalement avec les freelances, et moi j'ai eu ce blocage-là pendant longtemps. Je fais pas de la pub depuis si longtemps que ça avec, mon agence. Ça fait, en fait, ça fait 1 an maintenant, donc c'est quand même relativement récent, et moi ce qui me bloquait personnellement, c'est que, quand j'étais plutôt en mode freelance, c'est que je voyais pas trop ça comme un investissement, mais plutôt ça comme une dépense et donc ça me bloquait beaucoup psychologiquement, où j'avais du mal, d'investir. Je voyais vraiment, le CA que je générais, pour moi, c'était mon salaire directement et je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui voient ça, peut-être toi aussi Kevin, surtout quand on sort du salariat parce que, on attribue, bah, son CA à son salaire alors qu'en fait, quand on est freelance, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt comme une entreprise au final. En tout cas, je trouve que c'est une meilleure manière de l'avoir parce que ça permet d'utiliser cet argent-là pour développer l'activité et donc ça, pour moi, c'était le premier frein. Le deuxième, je pense qui est classique, c'est que, bon, moi, je ne l'ai pas personnellement eu parce que je savais bien que la publicité, ça fonctionnait, mais il y a, j'ai l'impression, beaucoup de personnes qui pensent que la publicité, ça fonctionne pas, et je pense que ça, bah, c'est assez facile à démonter mais c'est une croyance que, beaucoup de personnes peuvent avoir. Mais, en fait, pour les freelances, la plupart des activités, si vous êtes média buyer, vous faites des sites internet, peu importe, en fait, je suis sûr que c'est facile de trouver déjà un autre freelance ou une agence ou, n'importe quelle entreprise qui vend déjà, ces services-là ou alors qui vendent des services similaires, aux clients, au type de clients que vous avez, en fait. Moi, je D'accord. pense, je rejoins tes 2 points et je viendrais compléter par un troisième, c'est la vision long terme ou la vision, un peu plus loin que le bout de son nez de freelance. Je crois que le freelance de base n'a et de base et je me considère, comme un freelance de base à l'époque en tout cas, n'a juste pas la vision pour se dire: «OK, j'ai besoin de faire un peu plus, pour arriver à ce point de stabilité». J'ai un ami à moi qui aime bien utiliser, l'expression et on l'avait dans nos startups, où on travaillait avant. C'était: «Il vaut mieux viser, voilà, c'est quoi? Viser le soleil pour atterrir sur la lune», grosso modo. Parce qu'en fait, si on veut atteindre 2 500 € et je reprends mon exemple de base, vous voulez atteindre 2 500 € net dans la poche, quand on a compris la mécanique des entrées, sorties et cetera, effectivement, il faut décorréler chiffre d'affaires et ton salaire et dans ces cas-là, le fait de viser un peu plus, donc de viser 5 000, 7 000, 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est juste pour avoir une marge pour du marketing, une marge, pour ton activité, te déléguer des tâches qui te saouleront dans ton activité freelance et en fait, c'est avoir une vision entrepreneuriale un peu plus complète que juste du freelancing qui peut très vite être une tâche, une action. Un site web, je vends un site web 1 500 et je développe le site web et en fait, c'est une espèce de salariat déguisé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors que l'entrepreneuriat au sens propre du terme, ça englobe beaucoup de métiers comme vous le savez et voilà. Moi, je pense que c'est cette vision, que l'auto-entrepreneur de base ne n'a pas. Je complète aussi sur un truc qui est très, très intéressant, ce que vous avez dit. Il y a un truc selon moi aussi que le freelance a tendance à sous-estimer,
c'est, en particulier quand il sort déjà du salariat. Parce que quand il sort du salariat, il est plutôt programmé pour avoir son salaire à chaque début de mois ou chaque fin de mois en fonction, plus ou moins être plutôt garanti que le paiement va tomber sur le mois d'après. Là où le freelance et c'est là où c'est très compliqué, même pour les freelances qui sont déjà à un niveau avancé, c'est que malheureusement, beaucoup d'entre eux ne mettent pas d'action long terme qui vont du coup leur permettre de garantir ce niveau de revenu. La réalité, c'est qu'en freelance, oui, on peut gagner beaucoup plus. Quand on passe en petites agences, et cetera, oui, on peut gagner beaucoup plus. Mais la réalité, c'est que votre salaire dans un an n'est pas garanti si vous ne mettez pas en place certaines actions. Et je pense que Kevin, tu es passé par là, tu t'en es rendu compte. Je suis passé par là, ouais, je m'en suis rendu compte. Aurélien, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et la publicité ou même d'autres systèmes, hein, en fait, on en parle de la pub, mais c'est plus ou moins applicable sur à peu près n'importe quel système long terme, c'est de construire en amont, c'est toujours de garder du temps pour construire certaines choses qui vont du coup permettre que d'ici un an, 2 ans, 3 ans, toujours cette garantie-là d'aller chercher du résultat. Parce que la publicité, en effet, sur le court terme, si on se dit: «Bon, bah, je mets 1 000 €, je mets 1 000 € de dépenses et je ressors, je sais pas, 2 500, 3 000», on se dit: «Putain, il faut vraiment que je sorte 1 000 €». Alors que si on se dit: «Attends, si je mets 1 000 € tous les mois, mais du coup que je ressors tout 1 500, 2 500 € de profit tous les mois», ah là, c'est autre chose. C'est-à-dire que si à partir du moment où on continue de dépenser 1 000 €, théoriquement, on continue de gagner 2 500 € par mois. Et c'est dans ce genre de système où je pense que c'est intéressant de voir les choses. Et Kevin, j'ai l'impression que tu l'as un peu appris à la dure, se dire: «OK, bah, il faut absolument que je mette en place des systèmes, mettre en place des choses», ce que tu as très bien fait, pour justement, parer un peu à cette «instabilité» entre guillemets qu'on peut avoir en tant que freelance, qui en fait peut être entre guillemets «très rapidement réglée», hein, si on met en place ces bons éléments, met en place les bonnes structures, heu, chose que tu as faite. Ouais et je compléterais aussi que, en fait, l'époque de l'entrepreneuriat il y a quelques années n'est pas celle d'aujourd'hui. Il faut aussi, je me suis posé la question et tu vois, en le redisant, je me rappelle aussi de cette réflexion-là. Donc ça fait 4 ans déjà que je suis lancé. Au début, LinkedIn marchait extrêmement bien, l'organique marchait bien. Aujourd'hui, n'importe qui et même le freelance qui se lance, ne pas s'accorder un budget publicité, bah, c'est presque un peu être en retard du marché, là-dessus. Donc on peut commencer avec des choses, assez petites, hein, voilà et on peut commencer, plutôt bas, mais commencer à comprendre la mécanique de la publicité, donc c'est-à-dire 1 € investi en ressortira forcément au minimum 1 €, voire beaucoup plus, et ça peut aller jusqu'à x10 et comprendre cette dynamique, même à l'échelle de, j'en sais rien, entre 100 et 150 et 500 € par mois au début, mais comprendre cette mécanique va t'aider pour le moment où tu auras besoin de le compenser par des vacances, par, des périodes charnières un peu, où il y a moins de business, par, quand le bouche à oreille ne marche plus, quand tu as plus de recommandations autour de toi. Beh, tu as compris la mécanique et tu auras juste à accentuer sur cette partie-là, ouais. Comment ça s'est passé pour toi quand tu as mis en place, bah, du coup un tunnel avec de la publicité? Et aussi, Alexis, tu as dit quelque chose, c'est qu'il y a une certaine instabilité quand on est freelance. Moi, je trouve justement que la pub ou n'importe quel autre, système, ça permet de créer de la stabilité et créer, la prédictibilité dans l'activité et dans le CA qu'on va générer les prochains mois. Toi, ça s'est passé comment, la publicité pour toi, Kevin? Alors, super intéressant donc vraiment en 2 temps. Premier temps, on agit, moi je suis bête et discipliné donc j'ai appliqué un peu ce que j'apprenais, ce que je voyais et ce qui en ressortissait. Mais très vite, nouvelle problématique, vu qu'on est là pour parler des problématiques, je vous le dis en direct. Problématique de l'émotion. L'émotion, c'est c'est le revers de médaille de la publicité. C'est-à-dire que au début, bah, il y a toute cette mécanique où, il faut que ça se mette en place. C'est tout un nouvel organisme qui doit être avec, en partant d'un business manager, des pixels et cetera, des créatives. Il y a plein d'éléments qu'il va falloir calibrer pour arriver à un résultat. Mais au début, bah, c'est vrai que dès qu'il y a 1 € qui est investi, on ne voit pas directement le 2 € qui en ressortent à l'instant T. Et donc l'émotionnel a été la grande problématique que j'ai dû résoudre, et c'est plus avec moi-même, à me dire: «OK, c'est comme ça, il faut patienter et cetera» et c'est là que, bah, se faire former ou en tout cas être accompagné par des personnes qui sont passées par là, va t'aider. Parce qu'elles sont là pour te rassurer, te faire comprendre que c'est normal, qu'elles aussi sont passées par là potentiellement et que voilà. Donc ça s'est bien passé pour moi, sauf que voilà, bah, il y a eu ces trucs à gérer, cette émotion en moi un peu comme les jeux d'argent ou des trucs comme ça, voilà, on ne sait pas, il y a une montée d'adrénaline, après ça baisse, après ça remonte, grosso modo. Il faut gérer, au début. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Exactement, exactement et ça, c'est un conseil d'ailleurs que je donne beaucoup aux freelances, agences, peu importe, tous ceux qui dépensent de la publicité en publicité, pardon.
Le plus important, c'est de garder son sang-froid, en fait, hein. C'est-à-dire que si on commence à se dire: «OK, je il y a 800 € qui sont partis, ça y est, c'est la fin du monde, je vais perdre mon business». Bah, en fait, c'est oui, vous allez perdre votre business si vous arrêtez de dépenser, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Aurélien, ça apporte une certaine prévisibilité dans l'activité. Ça permet de voir, se projeter d'ici 1 an, d'ici 2 ans et de voir plus ou moins à quoi va ressembler l'activité et je pense pour ceux qui nous écoutent aussi, bah, forcément, peu importe la taille de votre business aujourd'hui, rien ne vous est garanti dans 1 an ou 2 ans si vous ne faites faire rien. Donc il est important de mettre en place des actions maintenant qui, du coup, porteront leurs fruits, d'ici, parfois c'est beaucoup plus court, hein, pas besoin d'attendre 1 an, mais d'ici, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans et cetera et je pense qu'on en est, tous passés par là. Moi, je vais revenir peut-être sur un point, autre qu'Aurélien, tu nous as évoqué en début de podcast. Donc je sais que ça fait un petit moment que tu as Cofix maintenant, ton agence. Heu, Qu'est-ce qui a déclenché le switch et tu t'es dit: «OK, moi aussi, il faut que je passe sur de la pub»? Tu nous as dit que c'était quand même assez récent, à peu près 1 an, je crois. Je suis curieux aussi d'avoir ton pourquoi tu as décidé de passer sur de la pub également et quels ont été, les avantages, toi, de passer de la pub, et qu'est-ce que tu fais aussi à côté? En fait, donc nous, on travaille avec des e-commerçants et puis je me suis dit, «Où sont les e-commerçants?» Je pense que c'est assez simple de se rendre compte qu'ils sont sur Meta et sur Instagram parce qu'ils font de la publicité et ils vont, passer beaucoup de temps là. Donc c'était le premier endroit. Je voulais être sûr d'être, à l'endroit où sont les e-commerçants. Le deuxième, c'est que, moi, la prospection et écrire des messages sur LinkedIn, en fait, c'est très personnel, mais je suis pas très fan et je trouve que ce qui est devenu LinkedIn dernièrement, personnellement, j'y vais plus. Donc en fait, je me voyais pas trop passer, moi-même beaucoup de temps dessus. Après, bien sûr, je pouvais déléguer et mettre des systèmes et pas forcément passer du temps, mais en tout cas, ça m'attirait pas. Et puis, le point avec la publicité, c'est que j'ai dit: «J'en faisais pas pour mon agence, mais j'en ai déjà fait pour des clients». Quand j'étais freelance, j'ai fait un petit peu de media buying. C'était pas mon activité principale, mais j'étais assez à l'aise avec ça et j'avais assez confiance, en mes compétences pour ça. Donc ça a fait que j'ai lancé. Et puis moi, j'aime bien tester des choses, et donc en fait, j'ai testé un tunnel, méta très simple, et là, c'est là que j'ai eu de la chance, hein, il faut le dire. C'est que ça a fonctionné tout de suite et donc bah, comme ça a fonctionné tout de suite, j'ai juste, renchéri et j'ai commencé à scaler le tunnel publicitaire et maintenant c'est devenu notre canal d'acquisition numéro un pour l'agence. Trop cool, trop cool, trop cool. Tu marches aussi beaucoup par recommandation? Kevin, je crois aussi tu fonctionnais pas mal par reco. Heu, à quel moment vous vous êtes dit: «Ouh là, ça peut pas durer»? Je suis curieux de savoir de votre take là-dessus. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné: «OK, bon, bah, là, si je mets pas en place d'action, dans 1 an, 2 ans, je suis plus là» ou alors est-ce que c'était pas du tout le cas? Je suis bien curieux. Ouais, bah, naturellement, en fait, c'est juste que si on veut faire du volume et si on veut, parler à plus de personnes, c'est juste, voir le plafond de verre, en fait. C'est juste se rendre compte du plafond de verre qu'il y a au-dessus de soi. Il y a une limite aux recommandations, aux bouche-oreille recommandations et donc, bah, si cette limite, elle est, OK pour toi et que, du coup, tu sais que ton montant maximum que tu pourras gagner, ça sera ça, tu es aligné avec ça, OK. Si tu es pas aligné avec ça et que, du coup, tu veux chercher un peu plus, bah, du coup, tu es obligé d'aller chercher, d'autres canaux d'acquisition tels que la publicité et voilà. Je me suis juste fait la réflexion. Moi, je rejoins Kevin sur ça. En fait, bah, la recommandation, quand on est un bon freelance, on est une bonne agence, on délivre un bon service, naturellement, ça va faire que l'activité, elle est pérenne, ça crée un socle, ça crée une base. Maintenant, le problème de la recommandation et du bouche à oreille, c'est que, là, le mois prochain, si je veux essayer de faire x2 sur mon activité, bah, j'ai aucun levier. Je dois attendre que quelqu'un me recommande et bah, j'ai pas de contrôle sur ça. Tandis que, mettre un système, comme, la publicité, mais c'est pareil pour n'importe quel canal d'acquisition, actif, hein, que ce soit, de la prospection, téléphonique, par message, du cold mailing, peu importe. Bah, tout ça, on a le contrôle et on peut accélérer ou ralentir en fonction de la capacité, qu'on a. Mais par contre, la recommandation, le bouche-oreille, on peut vraiment rien faire, c'est, au petit bonheur de la chance et si à un moment c'est un peu plus difficile et il y a pas de recommandation, bah, l'activité, va juste, se dégrader, quoi. Ouais, ouais, je vous rejoins complètement. On arrive déjà à une quarantaine de minutes, sur ce podcast, ça passe très vite. C'est toujours un plaisir de bien discuter ensemble. Avant qu'on passe peut-être à la fin du podcast et cetera, j'aimerais peut-être qu'on sur les 5 prochaines minutes, qu'on, puisse développer chacun, certains avis. Si aujourd'hui vous devriez parler à votre vous d'il y a quelques années, c'est-à-dire le freelance, qui démarre, qui galère un peu, qui sait pas trop où donner de la tête, qui a pas trop d'idées de ce qu'il faut qu'il mette en place. Quels seraient les 3 conseils que vous lui donneriez et pourquoi vous choisiriez ces conseils?
Je pense que ça va pas mal aider les personnes qui regardent ce format-là. Heu, Kevin, si tu as 3 conseils à donner, tes meilleurs conseils, qui feraient qu'aujourd'hui on est garanti à coup sûr de réussir? Ouais, bon, je l'ai dit très souvent, donc plus ou moins je les connais. Le premier, c'est le fait est mieux que parfait. Alors c'est en lien avec la publicité indirecte ou directe. C'est-à-dire que la capacité d'exécution sera toujours plus rapide, que le perfectionnalisme, la perfection en tout cas dans le projet que tu réalises. Parce qu'il y a énormément de freelances qui arrivent du jour au lendemain et il va falloir, produire beaucoup plus rapidement qu'eux. Et ça a son rôle avec le deuxième conseil qui est, si je devais me relancer de A à Z, ou de zéro plutôt, demain, la seule chose que je ferais, c'est si j'ai un actif, c'est-à-dire si j'ai de l'argent de côté, je le passe en publicité, je passe du temps juste à réfléchir à une offre qui résout un problème et je passe de la publicité directement parce que le calcul se fait très, très vite. Si j'ai une offre à 3 000 € et que ça me coûte potentiellement 1 000 € d'acquérir, si j'ai 3 clients, je suis déjà à 9 000 €, je suis déjà rentable et je peux déjà enchaîner les mois d'après. Donc ça, ce conseil, je le donne aussi très souvent. Et puis, le troisième, c'est qu'il y a pas de, heu, il faut pas voilà, il faut voir plus loin que le bout de son nez. C'est pas parce que vous êtes freelance et que vous, ce qui est important, c'est le cadre de vie et gagner, 2 000 – 3 000 € par mois que vous devez pas faire de publicité. Commencez par des tout petits budgets, comprenez la logique. Ne serait-ce que si vous mettez, 150 € par mois, mais que ces 150 € par mois vous génèrent 3-4 leads et qu'il y en a un de bon dedans et que vous arrivez à lui vendre un service à plus de 1 000 €, eh beh, c'est rentable. Et si vous le voyez cet effet, c'est un peu un effet un peu magique, mais si vous voyez ce truc un peu magique qui va arriver, ce qui n'est pas magique d'ailleurs, arriver une seule fois, vous allez très vite comprendre et très vite avoir le switch pour se dire: «OK, donc si je m'ai mis 5, j'ai potentiellement, 10 fois plus qui va arriver» et là après la machine est lancée et vous serez accro à la publicité, comme moi aujourd'hui. Pour moi, je Et toi dirais Aurélien? que bah, pour moi, je dirais que le premier et ça, c'était ma plus grosse erreur, c'est avoir, un type de client, une cible bien précise. Donc, là, je l'ai dit pour nous, là, c'est les e-commerçants avec mon agence. Ça, c'était, le premier truc, l'erreur que j'ai faite et je pense que c'est hyper important de savoir c'est qui son client et pas vouloir servir tout le monde parce que sinon, ben, on sert personne. Je pense que c'est devenu un peu cliché parfois de dire ça, mais moi je l'avais pas compris et je pense qu'il y a encore beaucoup de freelances surtout qui le comprennent pas et on n'a pas besoin de servir tout le monde, surtout quand on est freelance parce que, bah, on prend pas, 20 clients en parallèle souvent quand on est freelance, loin de là. Donc il y a le marché est assez profond, pour adresser seulement une cible. Le deuxième, c'est un peu similaire et en fait, c'est simplifié, mais du coup, c'est d'avoir une offre. Donc, c'est pas essayer de faire, tous les services du monde, mais de juste avoir un service, qui est plutôt complet, et qui répond à un problème. Donc, je pense que Kevin l'avait dit quand il a fait le ghostwriting. Pour moi, ça a été, bah, d'optimiser, les boutiques e-commerce. Donc, juste me concentrer sur, l'optimisation boutique et pas faire, du développement, faire de l'UX ou faire de la publicité en plus. On est juste là pour optimiser, des boutiques et faire de l'analyse. Et le dernier, je l'ai déjà dit, mais c'est le fait de voir, son activité de freelance comme un vrai business et que, le CA, il est fait pour être exploité, pour faire grandir l'activité et c'est pas juste du salaire. Donc, quand on reçoit, 10 000 € de CA, c'est pas 10 000 € de salaire, mais c'est moins et bah, du coup, maintenant, je préfère quand je reçois, le CA, l'investir dans la boîte pour le faire grandir que, d'essayer de me le verser, directement en salaire parce qu'en fait, j'en fais pas grand chose après donc je pense que ça, c'était une erreur. Parce qu'au début, j'avais l'impression que chaque euro que je gagnais, hem, bah, i en fait, j'allais peut-être plus l'avoir le mois prochain. J'avais un petit peu peur par rapport à la prédictibilité du business. Au final, c'était un peu une crainte inutile donc vraiment ce truc-là de voir son CA, comme un levier et de pouvoir, avoir la vision de le réinvestir, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Très d'accord avec, tout ce que vous avez dit forcément. Hem, bon, je dois reprendre certains éléments que vous avez dit, parce que vous avez déjà bien fait le tour sur tout ça. Je dirais que le point principal, c'est, le meilleur conseil que je peux donner aux personnes qui sont freelance, qui ont des petites agences et cetera, qui veulent vraiment, aller de l'avant, c'est ne faites pas ce que vous faisiez avant dans le salariat. Les actions que vous faisiez hier ne déterminent pas ce que vous avez besoin de faire sur les mois prochains. Donc n'oubliez pas que oui, peut-être vous avez une vraie bonne compétence, que vous êtes bon dans ce que vous faites, mais si vous ne mettez pas les actions business auxquelles vous avez a priori pas encore l'habitude de faire, bah, en fait, vous serez très bon, mais avec pas de clients, ou du moins pas assez de clients là-dessus. Alors qu'il y en a plein, peut-être que certains vous reconnaîtront là-dedans, où il y a plein de personnes qui sont vraiment moins bonnes que vous et qui pourtant ont bien plus de résultats que vous. Et ça, c'est dû parce qu'eux, ils ont des bons conseils business à apporter là-dessus. Donc ça, c'est le 1er point, pardon. Ne faites pas, ne continuez pas ce que vous avez toujours fait et qui, vous le savez, ne fonctionne pas.
Donc, trouvez des solutions alternatives, trouvez d'autres éléments là-dessus. Second point, c'est ayez la bonne offre devant la bonne personne. Quand je dis la bonne personne, c'est une personne qui a la capacité de vous payer et qui a un problème urgent à résoudre. Ça, c'est le gros point là-dessus. Et, qui m'amène à mon dernier point là-dessus, avec un canal d'acquisition, une stratégie. Ne cherchez pas à essayer de faire des stratégies tous les 3-4 matins, changer tous les 2-3 jours. Laissez le temps faire les choses, mettez en place les bonnes actions derrière pour que ça puisse à vous amener des bons résultats. Voilà un peu les 3 conseils que je peux apporter là-dessus. Pour conclure peut-être un peu le podcast là-dessus, je tenais vraiment à vous remercier les gars pour déjà d'avoir accordé ce temps-là et que vous puissiez, que vous ayez pu partager vos différents retours d'expérience et cetera. Merci à toi Kevin également d'avoir, accepté notre invitation. Tu avais pas mal de choses à partager. Donc, toujours un plaisir. On mettra sans doute les Insta, les LinkedIn et cetera des personnes, de toutes les personnes qui sont sur aujourd'hui ici, donc nous 3 en description de la vidéo. N'hésitez pas également à repartager, à vous abonner, à liker, bref, tout le truc que vous avez l'habitude déjà sur YouTube, tout simplement. Je ne vais pas vous refaire le discours. C'est sans doute un format qu'on va continuer sur chaque semaine. Donc, si c'est le genre de format vous intéresse, on revient sur des parcours de personnes qui étaient dans le freelancing, qui sont passées sur différentes étapes après, qui ont déployé des nouvelles stratégies, etc. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve sans doute la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci à vous, les gars, d'être venus sur ce podcast-là. Et on se dit à très vite. Yes, merci. Salut. Salut, bonne journée.